Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau live de Logify. Vous êtes beaucoup à vous connecter cet après-midi, donc je me dis que peut-être qu'on devrait faire nos lives plus tôt parce qu'il y a plus de connectés que d'habitude. Je vois que vous êtes d'un peu partout, de la Corse, de la Belgique, de la Haute-Savoie. Merci d'être là et d'être nombreux cet après-midi. Euh, pour cette session live, on continue un petit peu sur des sujets liés à la fiscalité. C'est la période en ce moment. On a fait il y a quelques semaines un live sur la déclaration des impôts. Et là, ça va être un peu un sujet qui peut être associé à ça, surtout avec les actualités. Et vous pouvez peut-être reconnaître une tête qu'on a déjà vue pas mal de fois sur ce canal. J'ai la chance, encore une fois, d'accueillir Dimitri Boujard, qui est avocat et investisseur et qui vient souvent sur cette chaîne parler de fiscalité, de loi, des dernières réformes. Merci encore Dimitri d'avoir accepté cette invitation. Bon, merci Clara. Non, non, je suis ravi de pouvoir venir apporter mes modestes éclairages dans ces matières qui changent quand même très régulièrement. Merci beaucoup. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Clara, je m'occupe du marketing chez Logify depuis déjà 3 ans. Souvent j'anime les webinaires. Et voilà, peut-être Dimitri, est-ce que vous voulez vous présenter, nous dire un petit peu Bien. plus sur votre Donc, activité? Dimitri Boujard, l'avocat investisseur, je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995 et investisseur immobilier depuis maintenant 25 ans. J'aime particulièrement la location saisonnière, encore appelée location Airbnb, courte durée, location de vacances, bref, tous les séjours de courte durée pour des voyageurs et avec une troisième casquette d'entrepreneuriat sur Internet, puisque vous voyez le petit logo à côté de ma photo qui s'appelle le droit d'investir, qui est un produit sur abonnement, un produit hebdomadaire qui vous permet de rester au courant justement des changements innombrables en France, de l'actualité juridique et fiscale et de la jurisprudence. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait très récemment une vidéo qui intéressera les conciergeries, puisque sur ma chaîne YouTube, pardon, l'avocat investisseur, j'ai fait une vidéo sur la vraie jurisprudence pour les conciergeries. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent peur quand certaines personnes leur disent oui, mais vous ne pouvez pas faire de gestion, ce qui est vrai si vous n'avez pas de carte G, mais la jurisprudence a dit que, etc. La jurisprudence, ça ne veut rien dire. Moi, je vous ai cité les trois pauvres décisions que j'ai trouvées. Autant dire qu'il n'y a pas un paquet de jurisprudence comme ça qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. On n'en est pas là, d'accord? Donc, allez voir cette vidéo. En 20 minutes, vous allez pouvoir déjà vous tranquilliser, à mon avis, pour un grand nombre d'entre vous, sur les craintes que vous avez par rapport à votre activité. Voilà, ça, c'est la troisième casquette, c'est entrepreneur web. Super. Bon, on va se lancer dans le webinaire. Aujourd'hui, on parlera de TVA. Quelques précisions avant de rentrer dans le sujet. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pendant le live. Vous avez à droite de l'écran un petit point d'interrogation. Donc là, comme ça, on aura toutes vos questions listées. Et vous pouvez nous faire part de tous vos commentaires en bas dans le chat, comme d'habitude. Quoi d'autre? On va enregistrer le live. Il est enregistré en ce moment même et vous allez le recevoir demain par email. Donc, si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez tout ça sur YouTube et par mail. Et petit point agenda, en ce moment, on fait beaucoup de webinaires, beaucoup de lives. Donc, le 16 avril, à 11h30, on aura un webinaire avec Elodie Rétif, qui est aussi associée avec Dimitri Boujard. Ça sera sur le thème du nettoyage. Et le 28 avril, à 11h, on aura un webinaire sur les stratégies pour les réservations directes. C'est un sujet qui est pas mal demandé, donc on organise ça aussi avec le SPLM. Donc ça, c'est le petit point agenda. Vous allez recevoir les infos par mail comme d'habitude. Et très rapidement, pour celles et ceux qui découvrent Logify pendant ce live, je vous explique en quelques points qu'est-ce que c'est. Logify, c'est un logiciel de location saisonnière destiné aux propriétaires, mais aussi aux gestionnaires type conciergerie. Donc, c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de gérer facilement votre activité locative au quotidien.
Ça comprend un channel manager, donc un gestionnaire de canaux qui va tout connecter ensemble entre Airbnb, Abritel, Booking, votre site web si vous en avez un. Il y a le PMS qui va vous permettre de gérer toutes les réservations, les communications avec les voyageurs, etc. Et il y a la partie création de site web. Donc ça, c'est un peu la particularité du logiciel. Ça vous permet facilement, sans être un as de l'informatique, de créer votre propre site pour éviter de dépendre à 100% des grosses OTA. Visuellement, ça ressemble à ça. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas très compliqué. En haut, vous avez le channel manager, donc tous les gros canaux, les grosses OTA, avec des connexions directes à Airbnb, à Britel et Booking. Il y a aussi la connexion e-call qui est utilisée par les plateformes un peu moins grandes, comme Gîtes de France, par exemple. Et il y a toute la partie création site web. Donc, soit vous commencez à créer votre site simplement avec des modèles préconçus sur le DeFi, soit vous avez déjà votre site et nous, on vous permet d'ajouter un moteur de réservation. Comme ça, si vous aviez juste un site avec votre marque, votre conciergerie, un site pour votre gîte, vous pouvez tout de suite mettre un moteur de réservation pour accepter les réservations directes et les paiements. Et souvent, si vous avez votre propre site, vous pouvez faire afficher votre annonce sur Google Location de vacances. Comme ça, vous arrivez dans les premiers résultats organiques, ce qui marche pas mal aussi maintenant, de plus en plus, et on le verra souvent dans le futur avec les LLMs, donc avec ChatGPT. Maintenant, on peut arriver à mettre votre propre annonce dans les résultats. Ça commence petit à petit, on verra un peu le futur des annonces avec l'IA, je pense qu'on en parlera dans un prochain live. Quoi d'autre? Il y a plein d'outils pour automatiser au max votre activité. Il y a les messages automatisés. Vous avez aussi la tarification intelligente qui est aussi proposée par le DeFi et on a pas mal d'outils pour les conciergeries ou pour les propriétaires multi-biens pour suivre les performances, pour envoyer des tâches de ménage, pour envoyer des formulaires de check-in. On a une application pour les invités. Et si tout ça n'est pas suffisant, on a aussi une marketplace avec des connexions aux plus grandes applis, comme les applications de serveurs connectés, les applications de tarifs comme Pricelab, Beyond. On a Sweekly pour les cautions. En fait, tous les grands acteurs sont généralement connectés. Et si vous utilisez déjà quelque chose, on peut toujours l'intégrer à l'Audify. Voilà. Et si vous vous lancez avec nous, vous êtes au départ toujours accompagné. Donc, il y a un onboarding qui se fait avec un expert Lodify qui vous explique tout en vidéo selon un peu votre activité, vos besoins. Et le service client est en français. Voilà, je pense que maintenant, on peut parler TVA parce que c'est ce qui vous intéresse. À la fin, je montrerai aussi ce qu'on a comme contrats qui sont créés et validés avec Dimitri Bougère. On vous montrera ça à la fin. Hop. Parfait. Alors, nous avons choisi aujourd'hui de parler de TVA parce que même si c'est un sujet qui peut sembler un peu lointain à des propriétaires immobiliers ou à des conciergeries, et je sais que chez Logify, il y a ces deux types de publics, hein, euh, euh, la TVA est un sujet qui va prendre une importance croissante. Pour faire un petit rappel, en 2025, donc simplement l'année dernière, on a eu un peu en France un psychodrame sur l'abaissement du seuil de franchise de la TVA à propos des entreprises commerciales, puisque le gouvernement voulait abaisser à tout le monde, à 25 000 euros, le seuil de franchise de TVA. Alors, ça concernait évidemment aussi les conciergeries immobilières. Je rappelle que l'activité de conciergerie immobilière est une activité commerciale. D'accord? Donc potentiellement, des sociétés qui avaient une franchise à 37 000 et quelques euros pouvaient voir leur seuil abaissé à 25 000. Mais ça concernait aussi l'ensemble des autres activités économiques. Donc, pour les micro-entreprises, ça a fait beaucoup de remue-ménage et le gouvernement, finalement, a abandonné l'abaissement du seuil de TVA. Mais la France n'est plus seule à décider, justement, de la politique budgétaire. La France est au sein de l'Europe. Et la TVA est une ressource de l'État essentielle. Par exemple,
le poids de la TVA dans les recettes fiscales de l'État pour les dernières années était en 2021 de 32%, 2022 31%, 2023 29%, 2024 30%. Et bah, comme ils ont alourdi les taxes et les impôts sur l'ensemble des autres domaines, impôts sur le revenu, taxes foncières, etc., etc., la part de la TVA dans les recettes fiscales de l'État baisse un peu en pourcentage en 2025, puisqu'on sera à peu près un peu plus de 27%. Mais c'est quand même des recettes nettes fiscales en matière de TVA de plus de 96 milliards d'euros pour 2025. Donc vous le comprenez, la TVA reste de très loin l'une des premières ressources fiscales de l'État français. Il faut vraiment en avoir conscience parce qu'elle est un peu indolore pour beaucoup de gens. Effectivement, quand vous allez acheter votre jean, bah, vous le payez toutes taxes comprises. Quand vous partez en vacances, vous le payez toutes taxes comprises et c'est le consommateur qui supporte la TVA. Et jusqu'à présent, on va revenir sur cette notion de para-hôtellerie, mais mis à part la location meublée sous un statut de para-hôtelier, les locations de courte durée n'étaient pas soumises à TVA. Je réserve aussi les locations professionnelles de l'hôtellerie, puisque dans l'hôtellerie, le prix d'une nuitée dans une chambre d'hôtel est assorti de 10% de TVA. Mais si vous êtes un loueur particulier, comme il en existe des dizaines, voire des centaines de milliers en France, parce qu'on peut avoir, je sais qu'il y a à peu près 1 million d'annonces Airbnb. Clara, détrompez-moi, hein, n'hésitez pas. Il me semble que c'était environ 1 million d'annonces Airbnb en France. Je parle bien que de Airbnb. Évidemment, il y a des multipropriétaires. Il y a un certain nombre d'annonces, même une grande majorité, qui ne concernent pas des logements entiers, mais simplement une chambre dans une résidence principale, voire une location d'une résidence principale pendant seulement quelques semaines. Donc, des annonces un peu éphémère. Toujours est-il que, à part l'hôtellerie et la para-hôtellerie, les locations courte durée n'étaient par principe pas soumises à de la TVA. Et tout ça va changer. C'est pour ça qu'on fait un live aujourd'hui sur la TVA, pour vous permettre d'anticiper ces modifications. D'accord? J'en profite pour jeter un œil toujours sur les questions auxquelles je répondrai a priori après. Mais alors, on va y venir, on va y venir. Pourquoi ça va changer? Ça va changer parce qu'en mars 2025, le Parlement européen a adopté une nouvelle directive européenne qui est la directive dite VIDA. Alors, c'est un petit peu compliqué, donc j'ai besoin de regarder un petit peu mes notes pour une fois n'est pas coutume. Alors, VIDA, c'est quoi? C'est VIT, parce que c'est européen, in the digital age. Donc, c'est la TVA à l'ère digitale. Je ne sais pas si ça fera mieux passer la pilule, mais toujours est-il que voilà, euh, cette mesure s'inscrit dans un paquet de réformes visant à faire payer le numérique comme le physique et à moderniser la TVA à l'ère des plateformes en ligne. Et cette directive 2025/516 a été adoptée le 11 mars 2025 et elle impose finalement un changement majeur, mais qu'on sentait un petit peu arriver, à savoir une professionnalisation de l'activité de location meublée de courte durée. Et en fait, le but de l'Union européenne dans tout ça, c'est de rapprocher cette activité de location de courte durée de la prestation d'hébergement touristique, voire de l'hôtellerie, au motif notamment qu'il y aurait de trop grandes distorsions de concurrence entre la location meublée en courte durée pratiquée par des particuliers ou des SCI ou ce genre d'acteurs et des hôteliers. Alors, il y a des critères, hein, bien sûr. Donc, la directive en profite pour redéfinir la durée de la location en courte durée, puisque la directive prévoit qu'il s'agit de toute mise en location meublée pour une durée totale n'excédant pas 30 nuits consécutives avec un même locataire. En droit français, pour moi, à l'heure actuelle, vous êtes en location courte durée tant que vous n'excédez pas 90 jours. Mais il y a des définitions fiscales et des définitions purement juridiques. Et là, donc, à terme, c'est une barre des 30 nuits qui
normalement rejoint aussi la loi française depuis 2024, puisqu'on a eu diverses modifications sur la para-hôtellerie. Je rappelle pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas forcément suivi tout ça, qu'en août 2024, on a eu un séisme, puisque en gros, avec une simple modification de le bulletin officiel des finances publiques, opéré en plein mois d'août, hein, donc autant vous dire que tout le monde était en vacances. Bah, tout le monde quasiment passait en para-hôtellerie, puisqu'on modifiait les critères, l'appréciation des critères de la para-hôtellerie. Il y a 4 critères et il y en a 3 que tout le monde remplissait désormais quasiment automatiquement. Et puis en mars 2025, revirement de tendance, nouvelles instructions au BOFIP et hop, tout le monde repasse quasiment hors régime para-hôtellerie. Je dois vous dire que c'est quand même pas forcément simple à suivre, effectivement. Eh bien là, heu, apparemment, ça posera un critère quand elle aura été transposée, évidemment, je vais y revenir, ça n'arrive pas demain, bien que ça ait été adopté en mars 2025, ça va arriver, je vous le spoil un petit peu, en juillet 2028. Donc vous avez encore un peu de temps pour vous y préparer, d'accord? Mais toujours est-il que, heu, apparemment donc la oui, vous avez du mal à suivre, c'est normal, la plupart des gens ont du mal à suivre ces changements incessants. J'y reviendrai à la fin de notre live. Cela dit, donc, on aura une définition comme une durée totale n'excédant pas 30 nuits, jour, nuit, 30 nuits consécutives avec un même locataire. Et dans cette hypothèse, toutes les locations inférieures à 30 nuits seront en 2028 assujetties de plein droit à la TVA, quel que soit le nombre de services dits para-hôteliers offerts ou non. Du coup, ça m'oblige à rappeler quand même pour tout le monde quels sont les critères de la para-hôtellerie. On a 4 services essentiels: l'accueil personnalisé des voyageurs, le changement de linge, le ménage et la fourniture du petit déjeuner. D'accord? Ça signifie donc que, suivant la dernière mise à jour de mars 2025, hein, on en est là actuellement, c'est ce qui est applicable. Si vous louez pour des séjours de moins de 5 nuits, alors là, vous allez me dire, vous avez parlé de 30 jours. Oui, mais moi, je vous parle cette fois-ci du droit français applicable à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, vous n'êtes en para-hôtellerie que si, en louant pour des séjours de moins de 5 nuits, vous changez le linge entre 2 voyageurs, ce qui, une fois de plus, je le répète un peu en souriant, est bien la moindre des choses quand même. Je ne voudrais pas dormir dans les draps du voyageur précédent. Quoique, pour l'anecdote, je reviens du congrès des conciergeries locatives de France et la première chose que j'ai trouvée dans le Airbnb que j'avais loué à Marseille était un soutien-gorge. Bon, le ménage, vous en parlerez le 16 avril avec Elodie Rétif, mais le ménage, c'est aussi quand même un point relativement important. Voilà, donc le changement de linge, le ménage, l'accueil personnalisé, bah là, c'est soit vous, vous accueillez en tant que conciergerie, si vous êtes une conciergerie, en personne le voyageur, si vous êtes un propriétaire également, soit vous proposez le service en option. Par contre, il n'y a pas d'accueil personnalisé si vous n'avez que l'option boîte à clés ou que l'option serrure connectée. Et puis enfin, le petit déjeuner. Alors ça, le petit déjeuner, c'est pas défini clairement par la loi qui ne peut pas rentrer autant dans les détails, mais autant vous le dire, si vous vous contentez de laisser des biscottes dans un placard et une plaquette de beurre dans le frigo, ça ne, vous ne remplissez pas le critère de la fourniture du petit déjeuner. D'accord? Alors, du coup, si vous ne remplissez pas 3 de ces 4 critères, à l'heure où je vous parle, vous n'êtes pas para-hôtelier. Et quand bien même vous les proposeriez, ces services, il faudrait demander à bénéficier du statut de para-hôtelier. Certaines personnes le tentent, notamment celles qui ont des travaux et de la TVA à récupérer, puisque la principale conséquence, vous voyez, je reviens à notre sujet de TVA, la principale conséquence de la para-hôtellerie est le passage dans une activité commerciale assujettie à la TVA, et donc 10% sur le prix des nuitées que vous proposez. Voilà. Alors, je sais que c'est pas toujours forcément évident, mais je vous ai fait ce petit récap pour voir quel est le cheminement européen. L'Europe veut rapprocher l'allocation meublée de façon générale
de la parahôtellerie et donc de l'hôtellerie dans un souci d'uniformisation. Et là, la nouveauté de cette directive, c'est vraiment d'étendre la taxation à la TVA à toutes les locations de court séjour, y compris celles sans prestation supplémentaire, afin d'uniformiser le traitement fiscal avec celui des hôtels. Ça veut dire qu'attention, vous allez devoir opérer un choix en tant que loueur, propriétaire bailleur, ou si vous êtes une conciergerie, vous allez peut-être être amené à expliquer à vos propriétaires, donc vos clients, qu'ils doivent opérer un choix. En effet, soit ils augmentent les prix de 10% pour intégrer les 10% de TVA, soit ils baissent leur marge de 10%. Alors, on peut faire entre les deux. On peut augmenter ses prix de 5% et accepter de rogner sa marge de 5%. D'accord? C'est pas tout noir ou tout blanc. OK? Mais ça veut dire très concrètement qu'il y a une modification de la tarification pour les voyageurs, à mon avis, le plus souvent. Est-ce que les voyageurs vont accepter de payer plus cher? Et est-ce que ça va pas, en rapprochant certes les locations de vacances de courte durée faites par des particuliers, est-ce que ça va pas certes rapprocher ça avec moins de distorsion de concurrence purement fiscale, hein, des hôtels, tout en créant une nouvelle sous-catégorie? Par exemple, quid des locations courte durée proposées très occasionnellement, par exemple une semaine, alors que vous partez en vacances et que c'est une semaine dans votre résidence principale? On aura certainement des exceptions à la règle générale. Par contre, la règle est la suivante: dès lors que les séjours seront proposés par une plateforme, il y aura donc l'intermédiation d'une plateforme comme Airbnb, Booking ou autre, il y aura automatiquement une facturation de 10% de TVA dans le prix des nuitées. Donc vous n'aurez pas le choix. Même si vous êtes un loueur occasionnel, si vos annonces passent par une plateforme, eh bien de toute façon, la plateforme devra calculer 10% de TVA dans le prix que vous avez fixé et reverser 10% de TVA à l'État. Ça veut dire aussi, conséquence, que si vous êtes un propriétaire et que vous payez des services, par exemple des services de conciergerie, que vous payez un channel manager, un PMS, un CRM, je m'y perds un petit peu dans les noms, Clara, je dois vous dire franchement, j'ai toujours du mal à voir les différences, mais vous avez souscrit un abonnement chez, par exemple, Logify, vous payez certainement de la TVA. Je suppose, hein, qu'il y a de la TVA pour les Français tout au moins, lorsqu'ils souscrivent l'abonnement, mais vous allez pouvoir récupérer la TVA, c'est-à-dire déduire la TVA que vous payez à des prestataires comme Logify, vous allez pouvoir la déduire de la TVA facturée aux voyageurs. Si, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, certaines personnes tentent de passer en para-hôtellerie parce que c'est la même chose, par exemple, sur des travaux. Je ne suis pas sûr que ça soit un bon calcul parce que, pour l'instant, ça avait surtout pour vertu d'attirer l'attention du fisc, vers vous. Le fisc déteste reverser de la TVA. Donc si vous avez fait pas beaucoup trop, mais beaucoup de travaux, mais que ça vous amène à avoir un crédit de TVA et qu'en plus vous sollicitez auprès de l'État français le remboursement de la TVA, ça va pas forcément être bien vu. Donc je n'incite personne à aller dans cette voie. Par contre, en 2028, vous n'aurez plus le choix, donc effectivement, si vous faites des travaux, vous pourrez récupérer la TVA sur ces travaux. D'accord? Donc voilà le mécanisme vers lequel nous allons avec, cette obligation, dès lors qu'on passera par une plateforme, d'avoir 10% de TVA dans le prix des nuitées. Et ce, encore une fois, même si vous êtes un particulier qui loue occasionnellement, là, le simple fait de passer par une plateforme va obliger la plateforme à jouer ce rôle de collecteur de TVA. Donc ça, c'est quand même un bouleversement assez important. Les États membres ont jusqu'au 30 juin 2028 pour transposer cette directive européenne dans le droit national. D'accord? Je vais répondre, hein, aux questions, avec Clara, nous allons repasser les questions ensuite. Donc ce dispositif, en fait, a été mis en place pour garantir qu'aucune, location courte durée ne passe entre les mailles du filet de la TVA. Donc même les petits loueurs qui seraient non assujettis, hein, verront la TVA collectée sur leur location
à cause du passage par une plateforme. Ça, c'est clair et net. Comme je le disais, il va y avoir évidemment, des aménagements, d'accord? Que va devenir le seuil de franchise de TVA? Là, pour le coup, très sincèrement, je n'ai pas de boule de cristal, puisque, comme je le disais, il a failli être réduit l'an prochain. Est-ce qu'il va de nouveau être réduit, l'année, prochaine, par exemple? Est-ce qu'il va être réduit en 2028? Je ne sais pas. Si vous avez suivi un tant soit peu l'actualité fiscale et budgétaire en France, vous avez vu que finalement, il y a eu 2 à 3 mois de débats parlementaires sur la loi de finances pour 2026. Il y a eu une myriade d'amendements qui ont été déposés dans tous les sens. Finalement, tout ça est parti à la poubelle et c'est la loi d'origine, la loi de finances d'origine, qui a été adoptée avec le 49.3. Donc, tout ça pour ça, serais-je tenté de vous dire, mais il n'en reste pas moins qu'on n'a pas de visibilité sur l'abaissement du seuil de TVA à cette échéance de 2028. D'accord? Alors, ça encore, j'aurais tendance à dire que c'est gérable. Vous devez dès maintenant réfléchir à votre politique tarifaire. Vous devez faire des études approfondies sur votre marché locatif, d'accord? C'est très important. Et Clara nous parlait tout à l'heure de ChatGPT. Eh bien oui, sachez que vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour faire des études concurrentielles dans votre ville. Vous allez, grâce à ça, pouvoir faire des analyses des prix moyens, etc. Alors, vous avez plein d'autres outils, hein. Moi, je connais la base de données AirDNA, qui n'est pas la base de données justement d'une société qui propose des services CRM, Channel Manager, etc. C'est une base de données distincte. Vous avez aussi des sociétés de services qui proposent des analyses de villes ou des analyses de vos locations. Il y a plein de services, mais ChatGPT, c'est pas mal pour faire voilà, un prompt un petit peu élaboré et analyser la concurrence et savoir ça va être un complément pour savoir quelle va être la tarification. Je sais que Logify, il y a aussi un outil d'aide à la tarification, bien sûr, mais vous allez pouvoir compléter via justement une étude du marché locatif, je pense. Et ça va devenir important pour absorber cette arrivée de 10 de TVA. C'est vraiment ça que vous devez avoir présent à l'esprit, absorption de cette augmentation mécanique des 10. Quand je dis mécanique, hein, je me place dans l'hypothèse où en tant que propriétaire, vous n'avez pas envie de perdre 10 de vos revenus. Parce qu'encore une fois, oui, vous pouvez dire, OK, je vais laisser mes prix au même tarif, mais vous perdez 10 de vos revenus à cause du reversement de la TVA à l'État. Donc, un changement important, vous le voyez, il est très franchement anticipable, puisqu'on est en 2026, et je vous en parle, la date butoir de transposition de la directive a été 2028. Attention, attention, l'État français a une fâcheuse tendance à traîner sur l'adoption des directives, mais parfois à aller plus loin que ce que réclament les directives. Je ne sais pas comment ça se manifesterait ici, mais autant dire que moi, je serais quand même prudent et je commencerai à creuser le sujet dès maintenant si j'étais à votre place. Alors, est-ce que ça change les choses pour les conciergeries? Les conciergeries, elles ont toujours des prestations, si elles sont au-dessus du seuil de franchise de TVA, qu'elles facturent avec 20 de TVA. Donc pour elles, ça ne change pas grand-chose. Simplement, leurs clients vont pouvoir récupérer les 20 qui étaient facturés par les conciergeries aux propriétaires. Donc voilà, ils vont être obligés de collecter, mais comme je le disais tout à l'heure, sur l'ensemble des prestataires ou des services souscrits, ils pourront récupérer la TVA. Donc ça, c'est un point aussi qu'il faut avoir présent à l'esprit. Mais avant toutes ces échéances, vient se greffer une complication supplémentaire qui est l'arrivée de la facturation électronique. Alors ça, c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore, à vrai dire, largement relayé. Ça l'a été, mais dans les milieux un peu spécialisés. Et les plus petits acteurs dans tous les secteurs de la vie économique ont suffisamment de choses à faire pour essayer de survivre dans un environnement qui est pas toujours très favorable, il faut le dire, d'accord? Donc ils ont suffisamment de choses à faire pour pas forcément avoir, pris conscience de l'importance et de l'imminence de l'arrivée de la facturation électronique.
Alors vous me direz: «Oui, mais en septembre 2026, c'est l'obligation simplement de recevoir des factures électroniques». C'est-à-dire que si vous êtes un petit acteur, vous n'avez pas forcément, en fonction de votre chiffre d'affaires, une obligation de passer à la facturation électronique, mais vous aurez l'obligation d'être en capacité de recevoir des factures électroniques. Ce qui revient finalement au même, hein. Ça veut dire qu'il vous faudra une plateforme de services agréée. Donc vous devez dès maintenant vous rapprocher de vos experts comptables pour voir comment vous allez mettre tout ça en place. Et ça va concerner aussi les loueurs meublés. J'ai eu, un séminaire, il y a une semaine et demie avec un expert comptable qui nous a expliqué tout ce qui allait se passer, les nouvelles obligations, les mentions supplémentaires sur les factures et cetera et cetera. Et dès lors que l'activité de loueur en meublé va se rapprocher d'une activité professionnelle avec l'arrivée de la TVA, on va se retrouver avec toutes les obligations en fait d'un loueur professionnel et notamment des factures avec des mentions obligatoires. Autant vous dire, que cette arrivée de la facture électronique était extrêmement importante et que vous devez l'anticiper dès maintenant. Sinon, ça risque de faire des dégâts. D'accord? Donc, 2026 va être, à mon sens, une année de pas mal de changements. Il va y avoir une restructuration du marché et on va assister aussi, je vous le dis comme je le pense, parmi les personnes qui nous suivent, ce seraient des conciergeries, parce que encore une fois, je sais qu'il y a à la fois des conciergeries et des propriétaires immobiliers, mais pour les conciergeries, nous sommes entrés dans ce que j'appellerais l'ère de la professionnalisation. Alors, on l'a souvent dit, hein, pour la location meublée courte durée, ça se rapproche de l'hôtellerie puisque les standards des voyageurs deviennent de plus en plus exigeants sur le ménage, et cetera. Ils ne payent pas le prix d'un hôtel, mais ils voudraient avoir les mêmes services qu'un hôtel. Pour moi, ça reste fondamentalement 2 activités différentes. Vous n'avez pas du personnel qui vient refaire le ménage et le lit, tous les jours dans la chambre, d'accord? D'ailleurs, moi, si je loue un Airbnb, c'est parce que ça ne m'intéresse pas, j'ai pas besoin de ça, d'accord? Et que je préfère, par exemple, avoir une cuisine, plutôt qu'on refasse mon lit tous les matins. Voilà, c'est clair. Donc ce sont des services qui, pour moi, sont complémentaires et je pense très sincèrement, qu'il y a un marché pour les 2. D'ailleurs, là, les hôtels étaient pleins, hein, pour Marseille quand j'ai voulu réserver parce que j'ai regardé juste comme ça. Par contre, il y avait de la place dans des Airbnb. Eh ben, c'est parfait. Moi, je pense qu'il y a pas de raison qu'il y ait une guerre entre l'hôtellerie et la location meublée en courte durée. Sachant qu'en plus, il y a une sorte de guerre entre les agences immobilières qui ont une carte G et les conciergeries sans carte G. D'accord? C'est la raison pour laquelle, pour essayer de vous en sortir, je vous inviter tout à l'heure à aller voir une de mes vidéos sur le sujet. Cela dit, nous avons, donc ces modifications et une professionnalisation du fait de toutes ces réformes successives qui est à peu près inéluctable du métier de conciergerie. D'accord? Et tout ça, vous devez vraiment en soucier dès maintenant. Alors, est-ce que, c'est vraiment les 2 sujets majeurs, mais qui pour moi sont interconnectés? Parce que si vous mettez en place rapidement la facturation électronique, l'arrivée plus tard de la TVA sera beaucoup moins douloureuse. Parce que si vous êtes en micro BIC dans un souci de simplicité, là aussi, il va y avoir des répercussions. Avant, vous n'aviez pas de TVA, vous étiez en micro-BIC, peut-être que vous y étiez propriétaire avec des logements classés, ce qui vous permettait encore d'avoir des chiffres d'affaires un peu importants, 30 000, 40 000, 50 000, et donc vous étiez en micro-BIC, pas d'expert comptable, et cetera. Mais là, la percussion de la facturation électronique et de la TVA va vous obliger à prendre un expert comptable. Je ne vois pas comment, à part si vous êtes toujours un petit loueur qui louait juste une chambre chez vous occasionnellement en passant par une plateforme et que vous allez rester en micro et que peut-être vous allez vous débrouiller pour passer par une plateforme agréée. Alors c'était les PDP, mais ils changent tout le temps les noms. Donc c'était plateforme de paiement agréé ou un truc comme ça. Je peux vous dire ça. Comment on appelle ça, les PDP? C'est un acronyme, mais ils ont encore rechangé l'acronyme. Donc, bon, vous, vous pourriez peut-être vous passer d'un expert comptable, mais je pense que ça va être de plus en plus difficile, très concrètement. Donc voilà, ça aussi une conséquence, et qui dit expert comptable dit bah, il faut trouver le bon.
déjà. Donc prenez s'il vous plaît des experts comptables, qui s'y connaissent en immobilier et au-delà de ça, qui s'y connaissent en location meublée de courte durée. Ce qui est pas le cas. Voilà, une plateforme de dématérialisation partenaire. Merci beaucoup. Désormais appelée PA, plateforme agréée. Merci beaucoup Clara. Ouais, et ça pourra encore rechanger de nom, hein, vous inquiétez pas. On est un peu spécialiste en France pour ça. Donc voilà, prenez un expert comptable qui s'y connaisse en immobilier et qui se connaisse de plus, en location meublée en courte durée. On peut peut-être prendre des questions maintenant. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions dans le chat. Donc comme on n'a pas encore les modalités précises d'application, encore une fois, la directive n'est pas encore transposée. L'État français a jusqu'au 30 juin 2028 pour la transposer. C'est la raison pour laquelle je vous fais pas le détail, des exceptions éventuelles et cetera. Je les connais moi-même pas. En revanche, je vous pose le principe, j'attire votre attention sur la facturation électronique et comme ça engendre beaucoup de questions, on va en profiter pour prendre un maximum de questions. Ouais, tout à fait. Moi, je reviens sur un commentaire parce que j'étais plongée dans les questions et je vous ai pas répondu. Les prix de Logify sont affichés sans TVA parce que les TVA, en fait, diffèrent soit du statut, soit du pays. Donc, nous, tous les prix sont sans TVA. Et si vous êtes un particulier ou si vous êtes non assujetti, après la TVA du pays où vous êtes facturé s'ajoute. Donc, c'est assez commun pour les logiciels d'avoir les prix sans TVA pour que ça puisse s'adapter à tous les marchés, en fait. On peut remonter, il y a pas mal de questions. J'ai vu qu'il y avait déjà une question qui était revenue plusieurs fois sur quand je suis une conciergerie, à qui, à qui je dois facturer la TVA. Quand je suis Alors, la question exacte, j'essaye de la retrouver. OK, donc c'est peut-être donc pour une Oui, c'est conciergerie. un propriétaire qui passe par une conciergerie. C'est Frédéric qui nous dit si je passe par une conciergerie, qui paie la TVA? OK, donc Frédéric, on part du On principe que vous êtes un suppose que vous êtes propriétaire, propriétaire. voilà, et donc si lors de la transposition de la directive alors déjà pour l'instant, je pars du principe que vous n'êtes pas en para-hôtellerie, sinon vous devriez déjà facturer de la TVA sur le prix de J'ai votre. trouvé les infos de Frédéric. Je suis une SARL, régime IS, qui va louer un bien en courte durée. Je suis soumis à la TVA. Ça, c'est la première question de Frédéric. Et après, il demande, en passant par une conciergerie, qui paie Alors, la TVA. le simple fait d'être en SARL à l'impôt sur les sociétés, IS, ne vous soumet pas à la TVA. C'est la nature de l'activité exercée qui est le critère d'assujettissement ou non à la TVA. Donc si vous faites de la location meublée sans service de para-hôtellerie, à l'heure où je vous parle, vous n'êtes pas, enfin le prix de vos unités n'est pas assujetti à la TVA. D'accord? Le simple fait d'être en société commerciale n'est pas le critère. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous êtes para-hôtelier parce que vous fournissez 3 des 4 services dont j'ai parlé tout à l'heure, j'y reviendrai, je crois, parce qu'il y a une autre question sur les services. Donc, si vous remplissez 3 des 4 services, si vous proposez 3 des 4 services, là, vous êtes para-hôtelier et donc vous devez facturer dans le prix de vos nuitées 10% de TVA. Et enfin, si vous passez par une conciergerie, vous payez suivant l'assujettissement ou non de la conciergerie en fonction du chiffre d'affaires de celle-ci, de la TVA ou non à la conciergerie. Pour ça, il suffit de regarder les factures qu'émet la conciergerie à votre nom. Et vous aurez le taux de TVA sur justement les factures. Et si la conciergerie est une petite conciergerie dont le chiffre d'affaires n'atteint pas les seuils de franchise, elle aura une mention sur ses factures qui rappelle que l'article du Code général des impôts fait qu'elle n'est pas assujettie à la TVA. Voilà. Ok, ça répond partiellement à la question de Martin. Donc, pour une conciergerie avec carte de gestion, nous devons mettre en place la TVA sur l'ensemble des biens gérés. Là, c'est la question Euh, de Martin. alors, le fait que vous ayez une carte de gestion n'est pour moi toujours pas le critère principal, hein. Euh, la carte de gestion, c'est destiné à vous permettre d'offrir un maximum de services aux propriétaires.
Donc le fait de détenir une carte de gestion va vous permettre d'être mandaté par le propriétaire. Vous devenez donc le représentant légal du propriétaire. Vous pouvez encaisser les fonds pour son compte parce que vous allez souscrire la plupart du temps une garantie financière pour ce faire. Vous pouvez signer un contrat en son nom et pour son compte. Vous pouvez prendre des initiatives à sa place, tandis que dans l'hypothèse de l'absence d'une carte G, vous êtes purement un prestataire de service et c'est le propriétaire qui a le dernier mot sur tout. Donc ce n'est plus de la gestion immobilière. C'est vraiment, alors c'est une des difficultés de la loi française, dite loi Hoguet, hein, qui date de 1970, qui est très vieille et qui ne colle plus vraiment avec la multiplicité des modes de location en France et l'essor, par exemple, des réseaux de mandataires immobiliers, etc., etc. D'accord? Donc, non, vous ne devez pas forcément mettre en place la TVA sur l'ensemble des biens gérés, simplement parce que vous détenez une carte de gestion. Pour l'instant, les critères applicables sont toujours les critères de la para-hôtellerie, tant qu'il n'y a pas eu de transposition de la directive. Et avec ça, on peut rebondir sur la question de Sébastien, parce que j'ai mentionné les sites de réservation directe. Et lui nous dit, si on n'a pas la carte G et donc on n'a pas le droit de diffuser les annonces sur notre site, peut-on créer un site web vitrine? Ah, question récurrente, comme vous le savez, Clara. Je pense qu'on vous la pose aussi beaucoup chez Logify. Alors, j'ai une position qui est la suivante, qui est un peu empirique. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de décision de jurisprudence condamnant une conciergerie pour avoir un site internet sur lequel elle met ses annonces. Donc pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet. Ça ne veut pas dire que des sociétés de conciergerie n'ont jamais été sanctionnées par une autorité administrative comme la DGCCRF, par exemple. Mais en tout cas, j'en ai pas eu connaissance. D'accord? Puisqu'il faut bien voir la chose suivante. Vous pouvez avoir un site, d'accord? Et vous pouvez, pour moi, mettre les annonces dès lors que les liens renvoient vers les plateformes, puisque les plateformes vont encaisser l'argent et ce sont elles qui mettent en relation les propriétaires et les voyageurs. En réalité, on aboutit à un autre paradoxe de cette activité, qui est qu'Airbnb n'a pas été considéré au niveau du droit européen comme un agent immobilier, alors que Airbnb encaisse l'argent des voyages, donc comme un agent immobilier, le reverse au propriétaire comme un agent immobilier, fait le lien, c'est-à-dire met en relation le voyageur et le propriétaire comme un agent immobilier, et même gère les litiges et énonce des conditions générales d'utilisation qui vont faire office de contrat entre le voyageur et le propriétaire. Mais bon, c'est une société dite de l'information, donc ils ne sont pas agents immobiliers. Ce qui personnellement me perturbe beaucoup, parce que du coup, on traite quand même plus durement les petites sociétés en France, parfois, qui n'ont pas de carte G, et on va leur dire: «Vous faites de la gestion». Non, elles font de la prestation de service, tant qu'évidemment elles ne dérapent pas et commencent pas à faire des choses à la place des propriétaires, à agir sans de leur propre initiative, à encaisser l'argent et cetera. Toute activité illégale si vous n'avez pas de carte G. J'ai toujours été extrêmement clair là-dessus et je ne défends que les conciergeries sans carte G qui restent dans les limites de leur rôle de prestataire de service. D'accord? Donc ça, il faut vraiment bien connaître les limites de votre activité si vous n'avez pas de carte G. Clara, pouvez-vous réafficher la question, s'il vous plaît? Je suis pas sûr d'avoir répondu totalement à la question. J'étais en train Bah, d'ex c'était pour le site vitrine, hein, c'est ah oui, ça? alors, oui, je poursuis sur le site vitrine. J'ai donc pas totalement répondu. Si je vous explique tout ça, c'est parce que vous lirez beaucoup sur internet que si vous n'avez pas de carte G, vous ne pouvez pas mettre les annonces sur votre site. En réalité, alors encore une fois, attention, je pèse mes mots. Ce n'est pas une décision de jurisprudence, ce n'est pas une loi, et cetera. En revanche, une des conciergeries, une de mes clientes, a eu un contrôle récemment de la DGCCRF. Et je suis allé voir le site de cette conciergerie qui a des annonces en ligne et elle n'encaisse pas l'argent. Elle n'encaisse pas les dépôts de garantie ou les cautions via Stripe. D'accord? Donc, elle ne gère pas, elle n'encaisse pas et elle a posé la question lors du contrôle et l'agent lui a dit: «Chère madame, dès lors que vous n'encaissez pas l'argent et que vous n'avez pas une activité de gestion et que vous ne mettez pas toutes les 3 pages gestion immobilière, vous avez le droit d'avoir un site avec vos annonces».
Encore une fois, c'est pas une position de principe de la Cour de cassation ou une nouvelle loi. C'est juste, en fait, une interprétation de l'administration. Peut-être que dans un autre département, l'inspecteur va dire: «Ah non, vous n'avez absolument pas le droit de faire ça». Mais ça rejoint quand même globalement ce que je pense depuis longtemps. Tant qu'on reste dans son rôle, quand on n'a pas de carte G de prestataire de service, avoir un site avec des annonces est une prestation de service et donc, à ma connaissance, ça n'a jamais été sanctionné. Dès lors, je pense que si vous ne faites pas n'importe quoi dans la rédaction de votre site, et évidemment, n'oubliez pas de mettre sur vos sites internet les mentions légales, la politique de confidentialité, les conditions générales d'utilisation ou de vente, toutes choses qui, sinon, vous expose à de lourdes peines d'amende, d'accord? De la même façon que pour rédiger vos contrats de conciergerie, on en reparlera à la fin, bah, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bien, si vous respectez la loi à ce niveau-là, vous pouvez avoir un site avec vos annonces. Voilà, maître mot, c'est d'être transparent sur les services offerts. Exactement. Euh, il y avait plusieurs questions aussi sur la différence entre les 10% et les 20%. Il y a Domi qui demandait pourquoi ces écarts de 10 et 20% pour la TVA. Alors, tout simplement parce que c'est la loi et que, un article du code général des impôts prévoit que le prix des nuitées sur, de l'hôtellerie, c'est 10 et que donc, par analogie, le prix des nuitées sur des locations courte durée par des para-hôteliers ou à l'avenir par des propriétaires immobiliers qui seront assujettis parce qu'ils passent notamment par des plateformes, sera de 10. Voilà, c'est comme ça. Par contre, le taux général de TVA est un taux à 20. C'est-à-dire que, heu, sur une par exemple, Free, a priori, je pense que le taux de TVA, si vous avez un opérateur, internet, c'est 20. D'accord? Et il y a aussi un taux de TVA réduit à 5,5 et un taux de TVA ultra réduit à 1 et quelques pour, par exemple, les livres ou, les journaux et cetera. Donc en France, on a 4 taux de TVA différents et ce qui explique pourquoi, on puisse récupérer de la TVA à 20 et facturer de la TVA à 10. Ok, et sur ça, il y a une question de Sophie qui se demande si la TVA sera due aussi sur les locations directes hors plateforme. Alors, je pense que, dès lors que vous remplirez, les critères des locations de moins de 30 jours et cetera, oui, ça sera applicable, bien sûr. Bien. Moi, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le DeFi. Je vais les regrouper à la fin, comme ça je vous répondrai en même temps. Il y a aussi une question sur les critères de para-hôtellerie, si on peut revenir dessus. D'accord. Alors, je me perds dans le fil de questions. Oui, Hop, il y a énormément de questions c'est et bien qu'on ait pris une bonne demi-heure de questions, comme ça on devrait il faut pouvoir quand même répondre au plus grand qu'on nombre. revienne sur les 4 prestations para-hôtelières. Il faut Voilà, savoir que le ménage était considéré comme tel lorsqu'il était fait en en milieu de en séjour. milieu de séjour. En fait, non, 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 ça a changé en mars 2025. Là aussi, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. Vous pouvez avoir des compléments d'informations, c'est gratuit, hein. Sur ma chaîne YouTube, j'avais fait un live en mars 2025 dans la rubrique live, hein, vidéo live. Vous retrouvez un live sur le sujet. Hem, L'administration française, dans le BOFIP, a dit que désormais, si le ménage était fait pendant la durée du séjour, dès lors que le séjour est inférieur à 5 nuits, vous remplissez potentiellement le critère de la parotéllerie sur le ménage. Idem sur le linge. Vous changez le linge entre 2 voyageurs qui sont restés pour l'un une nuit et pour l'autre 3 nuits. Oui, potentiellement, vous remplissez le critère. Vous faites de l'accueil personnalisé ou en tout cas, il est possible pour le voyageur de vous demander de l'accueillir en personne. Vous remplissez déjà le troisième critère. Et là, potentiellement, vous passez en parahôtellerie. Sauf que vous devez demander à passer en parahôtellerie, donc c'est pas un passage automatique, et vous devez être en mesure de prouver que vous pouvez délivrer les services. Parce que si vous ne le faites pas, et comme je le disais tout à l'heure, les gens qui le demandent souvent, c'est parce qu'ils ont fait des calculs et ils savent qu'ils ont de la TVA à récupérer plus importante que la TVA à décaisser, au moins les premières années. Eh bien, là, l'administration vérifie et paradoxalement, elle peut refuser le statut de parahôtelier si elle doit rembourser de la TVA. Donc, c'est à géométrie variable, en fait. C'est un peu suivant ce que ça, enfin,
suivant que ça arrange ou non le fisc. D'accord? Donc voilà pour les prestations para-hôtelières. Parfait. J'ai vu qu'il y avait encore, il y avait pas mal de choses. Depuis un an, j'ai fait le choix de la para-hôtellerie avec TVA. Ça me permet de récupérer le régime de vente de marchandises et le plafond de 188 700 avec l'abattement de 71. Alors, si vous proposez des ventes de marchandises, en plus, c'est une activité commerciale. Effectivement, il y a de la TVA sur les ventes de marchandises. Après, il y a par exemple toutes les problématiques supplémentaires des upsells. Est-ce que les upsells, on les inclut dans le prix des nuitées? Est-ce que c'est une comptabilité séparée? Je dois dire que là-dessus, pour l'instant, ça fait 3 ans que je me penche sur le sujet et chacun fait à sa sauce, hein, manifestement. Et chaque expert comptable fait à sa sauce. Mais j'ai toujours pas compris comment les experts comptables se débrouillaient avec des achats de marchandises d'un côté et pas de sortie de stock de l'autre si jamais la bouteille de champagne est finalement inclue dans le prix de la nuitée. Puisque du coup, on ne revend pas le champagne, il est inclus dans le prix de la nuitée. Voilà, il y a des choses qui moi, me dépassent à ce niveau-là. C'est pas encore très, très clair. Mais bon, il y a des stratégies, hein, à mettre en place et à voir avec vos experts comptables, bien évidemment. Il y a Sophie Euh, qui nous parle de travaux. Peut-être qu'on peut lui répondre. Touc, touc. Alors, j'ai reperdu. Ah voilà. Afin d'anticiper, pouvez-vous nous dire si les travaux réalisés avant 2028 pourront être inclus dans une déclaration de TVA en 2028 afin de les récupérer? je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout simplement parce que on est assujetti ou on n'est pas assujetti. Mais si on expose des dépenses de TVA une année pendant laquelle on n'est pas assujetti, on ne peut pas récupérer la TVA et bon, on ne peut pas la récupérer, la mettre de côté en quelque sorte pour la récupérer plus tard. En revanche, n'oubliez pas que, si vous êtes au régime du BICO réel, vous déduisez les travaux TTC. Vous les déduisez pas hors taxe. Donc ça constitue, pardon, des charges déductibles ou amortissables TTC. Ce qui est un moindre mal quand même. Alors, ah bah, Domi parlait aussi des critères. Au contraire, c'est un accueil non personnalisé autonome qui entre dans les 5 critères. Il n'y a que 4 critères et non pas 5. Donc, je rappelle, accueil personnalisé, ménage, linge, petit déjeuner. Donc, l'accueil non personnalisé, l'entrée purement autonome, boîte à clé ou serrure connectée, sans possibilité d'accueil physique, hop, bon, ça dégage. C'est pas, vous ne remplissez pas un des critères de la para-hôtellerie. D'accord. Euh, euh, Ensuite, est-ce qu'on a encore des choses qui concernent mon domaine ou est-ce que c'est plutôt des questions Logify, puisque je vais vous laisser le temps de répondre également. Euh, Il y a Céline et Sébastien qui se questionnent sur la para-hôtellerie. Est-ce qu'on la demande et comment on passe en para-hôtellerie? Il faut remplir les critères, s'en assurer avec son expert comptable et ensuite faire une démarche avec l'aide de son expert comptable auprès du service des impôts. Après, il y a des questions très spécifiques, je vois. Euh, je réside en Belgique, propriétaire d'un mobil-home en France avec le statut LMNP, avec tiret et numéro de TVA en France. Mes locations passent par un mon propre. Suis-je soumis à la TVA pour mes nuitées qui reverse la TVA? Pour l'instant, je rappelle que cette directive VIDA n'est pas encore transposée en droit français. Elle sera transposée au plus tard le 30 juin 2028. Donc, si vous n'êtes pas sous un statut de para-hôtellerie, il n'y a pour l'instant pas de TVA. Alors, il y a une question sur un vignoble qui possède 3 chambres en format chambre d'hôte. Il y a encore des règles spécifiques sur les chambres d'hôte et les gîtes. Il serait, pour des séjours de soins moins de 5 nuits, il serait possible de récupérer la TVA, mais seulement après avoir demandé l'activité para-hôtellerie. Oui, uniquement si vous remplissez les critères de la para-hôtellerie. Et là, vous vous placez volontairement sous le régime de la para-hôtellerie, donc l'activité commerciale et TVA. Quand la directive sera-t-elle applicable? Je l'ai dit, transposable plus tard 30 juin 2028. Donc, pas applicable, c'est pas transposé à l'heure actuelle et je ne sais pas pour l'avenir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Comme cet impact de TVA va demander plus de travail côté propriétaire, oui, et d'avoir une compta, peut-on penser que ça va pousser les conciergeries à devenir agents immo cartelés pour encaisser les loyers et gérer la TVA?
la place des propriétaires. Peut-être, ça peut être une stratégie. Néanmoins, comme je l'ai dit globalement, on va vers une professionnalisation de l'activité de conciergerie. Il va falloir grossir pour gagner de l'argent. Je pense que malheureusement, les petits acteurs sont toujours ceux qui sont le plus pénalisés par ces réformes successives, parce que ça demande de la paperasserie, de l'administratif en plus, et c'est compliqué. Moi, je trouve ça compliqué. Moi, je suis l'apôtre de la simplicité, hein, je vous le rappelle. Donc, plus on nous met d'obligations sur la tête, moins c'est gérable. Donc oui, je pense que ça va être, on va vers une professionnalisation et que ça va être plutôt défavorable aux petits acteurs, malheureusement, qui n'ont pas toujours le temps à consacrer à toujours plus de paperasse. Franchise, bah, je vous laisse répondre aux questions, Clara, peut-être? Oui, il y avait quelques questions spécifiques sur le DeFi. Je vois une question en haut de Chlo Allegria Ambroise qui est ici à chaque live. Donc, merci de venir à chaque fois pour les webinaires. Est-ce que le DeFi prévoit d'avoir un module additionnel de TVA pour l'affichage des prix? Pour l'instant, en fait, quand vous ajoutez la TVA sur vos tarifs, vous le faites plus ou moins manuellement en ajoutant ça dans les taxes de vente. Donc, c'est vous qui devez l'ajouter. On a eu cette question pour automatiser ça ou pour que ce soit plus simple dans le produit, justement par téléphone hier. Donc, je ne sais pas si c'était vous, mais on y travaille pour que ce soit mis automatiquement dès qu'on en a besoin, surtout pour les plateformes Airbnb et Booking. Donc, on y travaille. Pour l'instant, vous devez ajouter la TVA manuellement. Voilà. Pour les factures voyageurs, j'ai vu ça passer aussi. Est-ce que le DeFi va pouvoir nous créer des factures électroniques pour nos vacanciers? Pour l'instant, vous avez la possibilité d'envoyer des factures aux vacanciers, mais elles ne sont pas encore aux normes des factures électroniques comme on en aura besoin dès 2026. Mais on y travaille aussi pour que ce soit prêt quand en France, ça sera aussi obligatoire. Niveau produit, on travaille aussi pour l'Espagne. Et l'Espagne, c'est déjà obligatoire, ces factures électroniques via des plateformes de dématérialisation. Donc, on verra quelle solution on va choisir dans le produit pour que ce soit simple et accessible directement depuis le DeFi et pas devoir choisir une plateforme tierce. Donc, on y travaille. On sait que ça va chambouler pas mal de choses, cette histoire de facturation électronique. Donc, voilà. On y travaille durement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur le DeFi. Je pense que c'était les deux questions principales. Hop. Pendant que vous cherchez, je vois une dernière question d'Antoine Doucerin qui est tout à fait pertinente. Si on a une activité hybride, avons-nous le choix de régime hybride des courts séjours avec 3 prestations par hôtellerie et des longs de plus de 7 jours? Effectivement, il y a un problème de distributivité du type de séjour et je dois dire que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est pas résolu. J'ai tendance à penser qu'on est para-hôtelier ou qu'on ne l'est pas, mais qu'on peut pas l'être en fonction de la durée de tel ou tel séjour parce que ça devient carrément ingérable. Voilà. Mais là-dessus, j'ai pas de réponse définitive, malheureusement. C'est un des points qui reste en suspens et je dois dire qu'il y a énormément de points en suspens à l'heure actuelle dans tout ce qui est location meublée courte durée, URSSAF, statut LMNP, LMP, TVA. Oui, et en ce moment, je trouve que c'est pas simple. Ok, peut-être qu'on peut mentionner les contrats Oui, avant de bien se sûr, quitter. bien sûr. Oui, je vous remercie de me le rappeler. Je vous laisse l'afficher. Donc, Ouais. comme je le disais un peu tout à l'heure en parlant du site d'annonce, il est important plus que jamais d'être en conformité avec la loi. Et sachez justement qu'avec mon amie Elodie Rétif, avec laquelle je suis associé sur les contrats et qui est une pro du nettoyage, puisqu'elle avait une boîte de nettoyage de bureau haut de gamme, elle a eu jusqu'à une centaine de salariés, c'est une juriste et nos deux cerveaux convergent sur la rédaction des contrats, ce qui m'évite parfois de me fourvoyer, parce que c'est un monstre d'organisation
et de, comment dire, de droiture juridique, monstre dans le bon sens, hein, vous la voyez, elle n'a rien d'un monstre. Et donc, je plaisante toujours un peu sur ces sujets parce que ce sont des sujets complexes, mais en tant qu'avocat, comme je suis indépendant, j'estime qu'après tout, on peut aussi ne pas trop se prendre au sérieux, même si ce que je vous dis est évidemment tout à fait sûr à 100%. D'accord? Donc, toujours est-il que nous rédigeons des contrats de conciergerie pour conciergerie sans carte G, contrats qui sont destinés à vous éviter les risques de requalification en carte G. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Dans ces contrats, il est exclu toute notion de gestion. Vous n'encaissez pas l'argent. Je dis pourquoi ces contrats ne relèvent pas de ce domaine. D'accord? Et euh, je rédige également, enfin, nous avons co-rédigé également un mandat de gestion pour conciergerie avec carte G qui est hybridé avec notre contrat de conciergerie. Donc, c'est ici le premier contrat de conciergerie avec ou sans carte G. Nous avons rédigé un bail mobilité destiné spécialement aux propriétaires, puisque sur Airbnb, par exemple, il y a une page pour de la location via du bail mobilité. Et le bail mobilité, je le rappelle, n'est pas un bail qui rentre dans les quotas de la location courte durée. Ce n'est pas considéré comme de la location courte durée. Donc, ça peut être intelligent pour de la moyenne durée si vous êtes dans une ville qui réglemente la location courte durée. Enfin, mandat fiscal de débours pour les conciergeries qui ont notre contrat de conciergerie sans carte G. Le modèle de contrat de location meublée en courte durée, je ne saurais trop vous inciter, notamment pour les problèmes de responsabilité, de squat, etc., à passer un contrat entre propriétaires et voyageurs. Et enfin, un super contrat de prestation de nettoyage, ça s'adresse particulièrement aux propriétaires et aux conciergeries. Vous devrez impérativement cadrer les relations avec vos prestataires de ménage parce que vous avez des obligations de vérification URSSAF, attestation, vous voulez pas une requalification en contrat de travail, vous voulez cadrer les horaires, vous voulez un cahier des charges qui définisse précisément les tâches pour pas vous retrouver avec le soutien-gorge sous le lit, d'accord? Ben justement, voilà, vous utilisez un contrat de prestation de nettoyage qui va vous permettre aussi d'avoir des relations super claires avec vos prestataires de ménage. C'est vraiment un des contrats les plus importants et je rappelle que comme j'ai le plaisir de travailler avec Logify, si vous êtes client chez Logify, vous avez, je crois, une remise sur ces contrats, Clara. Enfin, je ne sais plus Bah, les exactement. prix sont affichés sur le site. On n'a pas Voilà, de les, remise actuelle, mais les- on peut en parler. les prix sont affichés sur le site. Je ne sais plus Voilà. exactement ce qui est prévu. Mais en tout cas, je Euh, vous invite à passer par le site de Logify, évidemment. voilà, vous trouvez aussi quand vous cliquez, il y a les différents contrats. Et il y a une vidéo explicative, tout ce qui est inclus dans le contrat. Donc, vous pouvez aller faire un Et petit les tour contrats sur la sont page. mis à jour pendant un an. Vous avez un an de mise à jour inclus avec le contrat. Ça, c'est super important. Dernier exemple en date, et je terminerai sur ce point. Suite au contrôle des GCCRF, figurez-vous que l'inspecteur, par contre, a dit pour le site, il n'y a pas de problème, mais il a réclamé un autre document qui résulte de l'application du code de la consommation aux conciergeries. Donc, c'est un document euh, sur l'information précontractuelle des propriétaires. Donc, avant de signer un contrat de conciergerie, vous devez fournir un certain nombre de renseignements aux propriétaires. Bien, ça, vous voyez, personne ne le propose avec les contrats, mais nous, on le fait. Voilà. Je pense que c'est tout. On a essayé de répondre au plus grand nombre de questions. Si vous avez vraiment des cas très, très pratiques, ben, allez voir directement sur la chaîne de Dimitri Boujard. Je pense qu'il sera Vous mieux pouvez placé aussi me pour. contacter hein, en tant qu'avocat. Dimitri Boujard, vous n'aurez aucun mal à me trouver en me googlisant ou en tapant mon nom dans le chat GPT. Voilà. Et si vous avez des questions produits Logify, je reviendrai vers vous. J'ai vu qu'il y avait la question de Nadège et de Jérémy, donc je vous enverrai un petit mail. Nadège, cette demande est passée il y a quelques semaines. Donc, niveau produit, ils y travaillent. Je vais revenir vers vous par mail demain. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. Déjà, merci beaucoup à vous, Dimitri, d'avoir animé tout ce webinaire, avoir répondu à beaucoup de questions sur la TVA, avoir donné des bons conseils, comme dit Sébastien. Et puis, pour nous, c'est toujours un plaisir d'organiser ce genre de rencontres et d'échanges avec un avocat spécialisé, parce que moi, je ne serais pas capable de vous donner tous ces conseils. Donc, merci encore, Dimitri.
Merci. C'est vraiment très agréable aussi de voir qu'il y a des questions, donc que les gens se soucient d'exercer correctement l'activité. Voilà. On est là pour accueillir des voyageurs et pour gagner de l'argent. Donc, et moi, je suis là pour aider les gens justement à pas se prendre les pieds, dans le tapis. Donc voilà, c'est un plaisir et en plus ça nourrit ma réflexion puisque il s'agit pas juste d'être dans la théorie, il faut vraiment avoir les mains dans la pratique et je dois dire aussi que c'est ce qui me permet justement de vous apporter ces conseils, parce que mes conciergeries subissent les contrôles des GCCRF, sont poursuivis par-ci, par-là, de façon parfois vraiment sans fondement. Et donc, c'est ce retour du terrain qui me permet d'être à jour sur tous ces sujets. À bientôt, Clara, et bonne À soirée, bientôt. bonne journée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et vous allez recevoir demain l'enregistrement du webinaire. Bonne soirée et à bientôt.